Bien, on va commencer. Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous voir finalement assez nombreux pour cette séance. Cette séance autour de l'autoproduction, qui est donc une première séance de restitution de cet appel à projet qu'on avait lancé en 2012 et qui a suscité une douzaine de réponses qui ont été retenues, en tout cas pour ne mentionner que celles qui ont été retenues, une douzaine de réponses sur des sujets extrêmement diversifiés, puisque cette thématique de l'autoproduction, nous avions choisi de la situer sur l'ensemble du champ des industries culturelles et créatives, sans préciser davantage. Alors, avant d'introduire réellement les choses, un tout petit point d'ordre du jour pour vous signaler un changement et une conséquence de changement. Je m'explique. Notre collègue Corinne Amansour, qui devait intervenir sur l'autoproduction dans l'édition scolaire, est souffrante. Il m'a demandé donc de l'excuser. Il ne pourra pas donc nous livrer sa communication. Et j'ai donc proposé à Abdel Benchena, qui a accepté avec enthousiasme d'ailleurs, de remonter dans le timing pour donc intervenir en troisième position, ce qui nous permettra normalement à tous de terminer un petit peu plus tôt en fin d'après-midi. Je crois que ça peut arranger tout le monde. Alors, voilà pour ce point d'ordre du jour. Cette question de l'autoproduction, elle n'est pas nouvelle. On peut commencer par rappeler ceci. Elle n'est pas nouvelle et on la rencontre de très longue date dans bon nombre de domaines. Aussi bien dans des domaines culturels que dans des domaines non culturels. Et c'est un point important qui nous a amené à penser qu'il fallait aller chercher un petit peu en dehors du champ, du champ de la culture, aller chercher un petit peu à voir comment cette notion d'autoproduction s'était installée, par quoi elle avait été portée dans l'histoire, dans des domaines extrêmement différents. Je peux penser au bricolage, au jardinage, à la cuisine. Enfin, rassurez-vous, on ne va pas passer l'après-midi sur ces thématiques. Pourquoi pas d'ailleurs, mais ça nous a semblé être un point important et on va voir pourquoi tout à l'heure. Donc ce n'est pas une notion nouvelle, elle a prospéré dans pas mal de domaines, mais sa nature, je crois, a été très fortement modifiée dans l'époque récente, notamment par le développement du numérique. Les mutations récentes des pratiques, des comportements culturels, ainsi que les effets produits donc, par cette révolution numérique, sont de nature à faire évoluer très sensiblement un positionnement de la production, de l'autoproduction, qui était jusqu'alors beaucoup ancré de manière souvent connotée négativement, beaucoup ancré dans des pratiques marginales, amateurs et amateurs entendus dans le sens négatif du terme. Alors, cette réactivation de l'autoproduction sous l'effet du numérique vient aussi croiser un certain nombre de données sociologiques comme la montée en puissance de l'expression personnelle, elle-même favorisée par le numérique, tout le processus d'individualisation qui est largement à l'œuvre donc, dans les industries culturelles et médiatiques. Il ne s'agit pas, bien évidemment, je crois qu'il faut le rappeler dès le début, il ne s'agissait pas dans notre esprit de souscrire d'emblée à un discours qui surestimerait la place des contenus culturels et médiatiques, aujourd'hui rendus possibles par le levier numérique. Il est clair que là, l'autoproduction ne doit pas être perçue sans un regard acéré, critique sur la réalité de cette production numérique et sur, bien sûr, le statut de ces créateurs, producteurs
quel que soit le domaine dans lequel ils agissent. Ce qui nous a aussi amené à réactiver cette question, ce flot d'études sur l'autoproduction, c'est le constat dans un domaine auquel je suis particulièrement attentif, à savoir celui de l'édition, le constat du fait que l'autoproduction a changé radicalement de statut. Pendant une très longue période, on était dans un mode de fonctionnement où ce qu'on appelait d'ailleurs pas autoproduction, mais davantage autopublication ou édition à compte d'auteur, existait, mais était connoté de manière extrêmement péjorative. En gros, pour le dire rapidement, l'auto-édition, l'édition à compte d'auteur, c'était essentiellement perçu comme tout ce flot qui n'arrivait pas à franchir la barre du processus de sélection et de légitimation. Aujourd'hui, la réalité est un peu plus complexe et le phénomène a pris beaucoup d'importance aux États-Unis. Et on en signale bien sûr, évidemment, les aspects les plus visibles, les quelques succès qui sortent du lot de ce flot de production éditoriale, mais il n'y a sans doute plus la possibilité de considérer de manière globale et sans autre forme de discernement que l'autoproduction est quelque chose qui sera un petit peu la lie de la production légitimée. Donc, mouvement très actif dans le domaine de l'édition, dans le domaine de la musique, sans doute aussi mouvement très actif, et il en sera question à un moment ou à un autre, peut-être pas aujourd'hui, mais cette question-là est très présente. Il nous a semblé, au-delà de ce constat, qu'il fallait aussi ne pas s'en tenir au constat d'une opportunité technologique. Un mode d'analyse consiste à dire que les outils technologiques aujourd'hui facilitent beaucoup l'accès à la publication, ce qui est tout à fait vrai, mais ça n'empêche pas, ça ne dispense pas d'interroger ces pratiques. Alors, très rapidement, quelques points sur l'état de la littérature autour de cette question. Ce qui est frappant quand on regarde un peu les choses dans la durée, c'est le fait qu'on a attaché à cette notion d'autoproduction une notion d'engagement, de militantisme qui apparaît, mais de manière un petit peu complexe. Il y a d'évidence une dimension idéologique, une dimension politique qui est très présente, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et une des raisons pour laquelle il nous a semblé important de nous intéresser également au domaine hors culturel, je parle des activités pratiques, c'est le fait qu'on observe dans la littérature, notamment sous la plume de Michel Pinson, qui par la suite a changé de terrain, s'est intéressé beaucoup à la sociologie de la richesse. Mais dans ses premiers écrits, Michel Pinson s'est intéressé aux pratiques d'autoproduction dans le domaine du bricolage. Et ce que Pinson, de la vie quotidienne, pour le dire de manière un peu englobante, ce que Pinson souligne, c'est le fait que l'autoproduction, alors, dans ces années 60-70, est essentiellement le fait des catégories ouvrières, populaires, et est perçu comme la marque d'une impossibilité économique à se dispenser, en fait, ou à accéder aux biens dont on a besoin. Donc, l'autoproduction, c'est quelque chose que l'on pratique dans ce contexte-là, quand les revenus de la famille ne permettent pas de s'équiper en achetant. Donc c'est le système de la débrouille, le système D, qui est
perçue comme la marque d'une aliénation, en fait, hein, beaucoup plus que comme la marque d'un militantisme, ou de la marque d'un mouvement critique. Ce mouvement critique, il apparaît plus tard, par la suite, et assure donc le passage d'un mouvement d'autoproduction contrainte à un mouvement d'autoproduction voulu, marqué par une critique sociale, par une critique économique, dans le courant des années 80. Et ce mouvement-là, on le voit irriguer beaucoup de secteurs de la vie quotidienne. J'ai parlé du bricolage, jardinage, cuisine, mais on le voit aussi se développer dans le domaine de la santé. Et notamment dans le monde anglo-saxon, où le do-it-yourself se développe sur ce chemin-là. Ces pratiques se développent dans le domaine culturel. On les voit donc pénétrer tout d'abord l'édition, le chant musical, enfin, après en même temps, on va dire, le chant musical et le chant éditorial. Au fur et à mesure que le temps passe, marqué par une dimension critique de plus en plus forte. Ce que les porteurs de ces pratiques autoproduction cherchent à mettre en place, c'est l'idée d'une autre économie, si on resserre la focale sur les industries culturelles, hein, l'idée d'une autre économie de l'art et de la culture. Et bien sûr, ça nous intéresse beaucoup, puisque cette ambition-là fait bouger un peu les frontières entre économie solidaire, économie informelle, économie sociale, toutes ces notions, hein, qui ont beaucoup traversé donc, toute la période des années 80 à 2000. Dans le cadre des industries culturelles, ces notions nous semblent essentielles autour de l'autoproduction, dans la mesure où elles conduisent à remettre un peu en cause, et parfois fortement en cause, le principe selon lequel la valeur artistique se définirait au croisement du marché et des institutions qui légitiment, qui contribuent à légitimer la production. À partir de là, beaucoup d'enjeux apparaissent, hein, autour de cette question de l'autoproduction. On en voit un premier autour de la notion d'autoproduction accompagnée. L'autoproduction accompagnée, là, on retrouve un peu des racines liées à la vie quotidienne, avec des connexions sur la question des politiques publiques. Est-ce que l'État, et dans le domaine de l'édition, c'est une question qui se pose de manière très, très directe, hein, est-ce que l'État a pour rôle, dans quelle mesure joue-t-il ce rôle d'accompagnateur de l'autoproduction? Est-ce qu'il prend en compte cette masse, hein, d'autoproducteurs et de production qui ne sont pas labellisés? Est-ce qu'il les prend en compte pour les accompagner dans un processus, et dans quel processus, qui serait par exemple celui de la professionnalisation? Et donc à partir de là se pose une autre question qui est celle de la professionnalisation de ces nouveaux acteurs émergents. Et si on tire encore un peu sur ce fil, on arrive à une problématique qui est celle des nouveaux entrepreneurs culturels. Je crois qu'Abdel Belchena s'est intéressé beaucoup à cette question-là dans d'autres secteurs. Donc on voit bien comment, à partir de cette notion d'autoproduction,
on rencontre un certain nombre de grands enjeux sur les politiques publiques, sur la professionnalisation. Je passe sur tout un flux de la littérature qui porte sur qui peut s'intéresser aux manuels dédiés à l'accompagnement. Comment apprendre à faire soi-même dans tous les domaines, bien sûr dans le bricolage abondamment, mais aussi, et ça surprend un petit peu plus, ça surprend un peu moins maintenant, mais ça n'a pas toujours été le cas, comment écrire soi-même un roman, comment écrire des vers latins. Il y a toute une littérature anglo-saxonne sur ce terrain-là, une littérature anglo-saxonne sur ce terrain-là qui vient se confronter également à un autre aspect, c'est celui des politiques éducatives. Est-ce que l'autoproduction, là, vient en complément ou vient jouer contre les politiques éducatives, une forme de substitution? Éducation, professionnalisation, accompagnement des structures émergentes, autour de ces notions-là, on voit bien aussi comment l'autoproduction, la question de l'autoproduction, permet de réinterroger les pratiques amateurs. La question de l'amateur, la question de l'expertise, la question de la maîtrise des connaissances de manière plus globale. Donc voilà quelques... Je ne vais pas être trop long parce que je vais y aller quand même. Voilà donc à titre d'introduction quelques-uns des aspects qui viennent éclairer cette question de l'autoproduction. C'est dans le domaine, quand on se plonge dans la littérature, il apparaît très vite que c'est dans le domaine de la musique, et François Moreau le connaît beaucoup mieux que moi, que ces pratiques d'autoproduction semblent avoir été les plus vives. Et en tout cas, sont peut-être encore les plus vives et ont commencé sans doute à se développer le plus tôt. Avec également des éclairages qui peuvent croiser la question de l'identité, des identités locales, régionales. Alors, la littérature a fait sortir le cas de ce groupe que plusieurs d'entre vous connaissent sans doute, les Ogres de Barbac, qui ont joué beaucoup sur cette identité de musiciens autoproduits, ce qui ne les a pas empêchés de rencontrer pas mal de succès, 30 000 disques vendus en moyenne, avec cette dimension identitaire qui consiste à s'opposer au major. S'opposer au major, on retrouve ça dans le domaine musical, on retrouve ça dans le domaine éditorial très clairement, et dans différents secteurs de l'édition. Dimension identitaire et dimension également d'identité locale ou régionale. Dans le cas de la musique, on trouve notamment des groupes qui ont beaucoup travaillé la culture la culture occitane, pardon, la culture occitane, et donc qui l'ont travaillé jusqu'en 1981, et au moment où le gouvernement socialiste est arrivé au pouvoir, n'ayant plus véritablement moins d'opposants, cette dimension militante d'identité régionale c'est un peu diluée. Je m'en tiens là sur ces différents aspects donc, qui peuvent, je crois, donner une partie en tout cas de cette dimension à la notion et aux enjeux de l'autoproduction. Et on va donc
enchaîner en écoutant Kira Kitso et Fabrice Rochelandais sur l'analyse des pratiques participatives dans l'industrie du cinéma.